Salut à tous, vous écoutez le French Podcast. Moi, c'est Charline et aujourd'hui, on va plonger dans un sujet que, franchement, tout le monde a déjà stressé à propos, surtout en voyage, réserver une chambre d'hôtel en français. Ah oui, Emmanuel ici. Perso, je me souviens la première fois que j'ai dû le faire, j'avais l'impression d'oublier tous mes mots. Mais pas de panique, on va vous donner les phrases essentielles pour que ça ne vous arrive pas. Oui, et on va le faire simple, clair et bon, un peu fun aussi. D'ailleurs, si vous écoutez ce podcast en préparant vos valises, restez avec nous, on a des astuces et des exemples tout au long de l'épisode. Et tu sais quoi, Charline, on va carrément faire comme si on réservait une chambre ensemble, histoire de rendre ça super concret. Prêt à plonger? D'accord, alors imagine, vous arrivez à la réception ou vous appelez au téléphone. Première étape, c'est toujours de saluer. Un simple bonjour. Je voudrais réserver une chambre, s'il vous plaît, suffit. C'est exactement ça. Et si vous êtes timide, ça arrive, hein? Vous pouvez même rajouter un petit bonjour. Est-ce que vous avez des chambres disponibles? Ça passe toujours. J'adore parce que ça montre qu'on n'a pas besoin d'être parfait. Parfois, un petit ou une hésitation, ça fait juste plus naturel. Oui, puis ça brise la glace. Et si jamais la personne parle trop vite, n'hésitez pas à demander. Genre, pardon, pouvez-vous répéter plus lentement? Moi, je le fais tout le temps. Bon, une fois le premier contact fait, il faut préciser ce qu'on veut. Genre, je voudrais une chambre pour 2 personnes du 15 au 18 juin. Ou alors, on peut demander le prix. Quel est le tarif pour une nuit? Et parfois, on hésite sur le type de chambre. Moi, la dernière fois, j'ai demandé, est-ce que la chambre a une salle de bain privée? On sous-estime ce genre de détails, mais ça change tout. Exactement. Ou aussi, si vous voulez un lit double, précisez-le. Est-ce que c'est un lit double ou 2 lits simples? Ça évite les surprises. Des fois, c'est critique. Ah, le coup du lit. Je me suis déjà retrouvé avec deux petits lits séparés, c'était gênant. Bref, posez toutes vos questions, même si ça vous paraît bête. Au contraire, ça montre que vous faites attention. Après, il y a toujours cette étape où il faut confirmer. Genre: «D'accord, je confirme la réservation au nom de» ou «Est-ce que je dois verser un acompte?» Ciao, jest super important. Oui, et parfois l'hôtel demande une carte bancaire, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours demander, est-ce que je peux payer sur place? On croit souvent que c'est compliqué, mais en vrai c'est simple. Si on le demande, Et puis, il y a la fameuse question sur, le petit déjeuner. Un classique, le petit déjeuner est-il inclus dans le prix? J'avoue, j'adore savoir ça tout de suite. franchement, moi aussi. Et parfois, on peut demander d'autres trucs. Y a-t-il le Wi-Fi ou à quelle heure est le check-in? Plus on précise, moins il y a de stress le jour J. Parfois, tout se passe pas comme prévu, genre, l'hôtel est complet ou la chambre n'est pas prête. Dans ce cas, n'hésitez pas à répondre: «Est-ce qu'il y a un autre hôtel à proximité?» ou «Puis-je laisser mes bagages ici?» Ce qui m'est arrivé une fois. Je ne comprenais pas une réponse, alors j'ai sorti un désolé, j'ai pas compris. Vous pouvez répéter? Les gens sont souvent patients quand ils voient qu'on fait un effort. Oui, et même si on fait des erreurs, c'est pas grave. Juste, oser demander ou reformuler, ça débloque plein de situations. Franchement, on apprend beaucoup comme ça. Et ça rassure, non? Parce qu'au final, communiquer, c'est pas être parfait, c'est juste se débrouiller ensemble. Et puis parfois, on rigole même de nos petites fautes. Avant qu'on conclue, j'ai envie de partager un truc. N'hésitez pas à préparer une petite liste de phrases sur votre téléphone. Ça donne confiance, franchement, et ça sauve en cas de trou de mémoire. Super conseil. Et puis, rappelez-vous, chaque conversation est une occasion de progresser. Même si on bégaye un peu, on apprend à chaque fois. Osez, lancez-vous et profitez de votre voyage. Merci Emmanuel pour tous tes exemples et tes anecdotes. J'espère que ça aidera nos auditeurs à oser passer le cap. Merci à toi Charline et à vous tous qui nous écoutez. On se retrouve très vite sur French Podcast pour d'autres astuces et mini-conversations pour survivre partout en français. À la prochaine. Écoute la deuxième partie de Podcast français. Salut à tous et ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de l'épisode sur French Podcast. On a reçu tellement de messages après la première partie, ça m'a donné envie de continuer à explorer le sujet. Emmanuel, prêt à reprendre nos aventures? Absolument Charline. J'avoue que j'attendais ce moment avec impatience. La dernière fois, on s'est éclaté à parler des bases, alors aujourd'hui, je sens qu'on va aller encore plus loin, surtout avec ces expériences de voyage qui, je crois, réservent quelques surprises. C'est clair.
Rien de tel que les histoires de voyage pour se mettre dans l'ambiance. Mais avant, un petit rappel. Ce podcast s'adresse à tous ceux qui veulent progresser en français, sans pression, simplement en discutant. On va rester fidèle à ce ton, promis. Et au passage, merci à tous pour vos retours. On a lu chaque commentaire et certains d'entre vous voulaient qu'on partage plus de situations du quotidien. Alors justement, le voyage, ça colle parfaitement, non ? Totalement. Et ça tombe bien, parce que j'ai une anecdote qui me trotte dans la tête depuis la semaine dernière. Mais on va y venir, promis. On commence par un petit tour d'horizon du podcast en français, ça te va ? Tu sais, ce que j'ai le plus entendu de la part de nos auditeurs, c'est pourquoi écouter un podcast en français ? Certains hésitent encore. C'est fou, parce que le podcast, c'est presque comme une mini-immersion. Même moi, quand j'apprends une langue, j'adore écouter des dialogues réels. Ça me fait progresser, sans même m'en rendre compte. Exactement. Je me souviens, au début, j'avais du mal avec la vitesse, mais en m'accrochant et en réécoutant certains passages, tout a fini par s'éclaircir. C'est un peu comme s'entraîner pour un marathon, non ? Oh oui. Et puis, il y a ce côté rassurant. On peut mettre pause, revenir en arrière, sauter les passages trop faciles. Bref, c'est à la carte. Et tu sais quoi ? On reçoit même des messages de personnes qui écoutent le podcast en cuisinant ou en faisant du sport. J'adore cette idée d'apprendre le français en même temps que préparer un gâteau. En parlant d'expérience, Emmanuel, tu te rappelles de la fois où on a failli rater notre train à Marseille ? Impossible d'oublier ce stress. On courait dans la gare, chacun son sac à dos, et toi qui essayais de demander notre chemin en mélangeant 3 accents différents, c'était épique. Tu m'étonnes. Mais tu vois, c'est ce genre de situation qui m'a vraiment forcé à parler, à utiliser le passé composé pour raconter ce qu'on venait de vivre. Finalement, on a bien rigolé après coup. Et justement, je trouve que raconter ce genre d'aventure, ça aide à maîtriser le français. Même une simple anecdote, ça fait travailler tellement de structure et surtout, ça rend l'apprentissage vivant. Ah ! Et puis, le vocabulaire du voyage, entre les panneaux, les tickets, les annonces, il y a vraiment de quoi s'immerger, ça me donne envie de repartir tout de suite, pas toi ? Justement, tu parlais du passé composé. Beaucoup d'auditeurs nous disent que c'est leur bête noire en français. Tu as un conseil pour rendre ça moins compliqué ? Moi, j'aime bien l'idée de la chronique du jour. Chaque soir, tu racontes en 2 phrases ce que tu as fait. Rien de plus simple. Aujourd'hui, j'ai pris le bus. J'ai rencontré un collègue. Ça permet de pratiquer sans avoir l'impression de bosser. J'adore ce principe. Et puis, franchement, personne ne va te juger si tu te trompes sur un accord. Ce qui compte, c'est de communiquer et de s'amuser avec la langue. Tu te souviens quand j'ai confondu j'ai couru et j'ai cru en plein repas ? Oui. Et tout le monde avait éclaté de rire. Moi, la première. Ça prouve qu'en français, même les erreurs créent des souvenirs et parfois des fous rires mémorables. Du coup, à tous ceux qui nous écoutent, testez, tentez, osez le passé composé. Faites-vous plaisir, c'est comme ça qu'on progresse. En fait, on reçoit souvent la question « Est-ce que ce podcast est adapté aux intermédiaires ?» Toi, tu en penses quoi, Emmanuel ? Je dirais que c'est même l'idéal. On parle assez lentement, on explique les expressions, et puis on n'utilise pas trop de jargon compliqué. C'est pensé pour que chacun s'y retrouve, même si on fait parfois quelques blagues un peu idiotes. Et puis, on ne laisse jamais une question sans réponse. On adore recevoir des suggestions. Alors n'hésitez pas à nous écrire si un mot ou une expression vous échappe. Tu sais, j'ai même conseillé ce podcast à une amie qui recommençait le français après 10 ans. Elle a trouvé l'ambiance motivante, un peu comme une conversation entre potes. Ça me fait trop plaisir d'entendre ça. Finalement, le but, c'est d'apprendre sans s'en rendre compte. Presque comme en voyage, non ? Avant de se quitter, j'ai envie de lancer un petit défi. Cette semaine, racontez-nous une expérience de voyage, même toute simple, même imaginaire en français. Vous allez voir, ça débloque plein de choses. Super idée. Et si vous avez aimé cet épisode, pensez à en parler autour de vous ou à laisser un commentaire. Vos retours nous aident toujours à améliorer le podcast. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, réécoutez certains passages, prenez des notes ou inventez vos propres dialogues. Plus on pratique, plus on progresse. C'est aussi simple que ça. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur French Podcast. Et d'ici là, continuez à profiter du français sans stress et avec le sourire. Prenez soin de vous, amusez-vous en français et à la prochaine aventure. Écoute la 3e partie de Podcast français. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur une source un peu inhabituelle. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Pas un article, pas un essai, non, juste le titre d'un podcast. Le voici.
Décrivez vos expériences de voyage en français pratique facile, du passé, podcast français pour intermédiaires. D'accord, Alors, je l'avoue, ma première réaction, ça a été un peu le cynisme. je comprends. Pratique facile du passé. Ça sonne presque trop beau pour être vrai, non? C'est un peu l'argument marketing parfait pour attirer les apprenants. C'est ça, ceux qui sont un peu frustrés. Exactement. Du coup, notre mission aujourd'hui, ça va être de gratter un peu sous ce vernis. Est-ce qu'il y a une vraie substance pédagogique là-dessous ou est-ce que c'est juste une formule accrocheuse? C'est une excellente question. Et je pense que cette méfiance est saine. Le no facile en apprentissage des langues, ça doit toujours allumer un petit signal d'alarme. Toujours. Pourtant, je pense qu'ici, il y a une stratégie bien plus profonde qu'il n'y paraît. Ah, Le cœur du problème que ce titre cherche à résoudre, c'est ce qu'on appelle le plateau intermédiaire. ah oui, le fameux plateau. C'est ce moment incroyablement frustrant où on a l'impression de stagner. On connaît les règles sur le papier, on peut expliquer la différence entre le passé composé et l'imparfait, Sans problème. mais dès qu'on ouvre la bouche pour raconter une petite anecdote, tout se bloque. Oh là là. Le cerveau qui frise. C'est ça. On se met à calculer. Attends, c'est une action terminée? C'est un arrière-plan? Une habitude? Et paf, la conversation, elle est déjà passée à autre chose. Je vois très très bien de quoi on parle. Ce petit moment de panique où la grammaire prend le dessus sur l'envie de communiquer, tout simplement. Exactement. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le premier élément, c'est décrire ses expériences de voyage. Pourquoi ce thème en particulier? Ce n'est pas un peu cliché le coup du « racontez vos vacances » Haha, si un peu. On pourrait décrire sa journée de travail, ça reviendrait au même, non? On pourrait, mais ce ne serait pas aussi efficace. Pas du tout. Pourquoi? Parce que la force du récit de voyage, c'est qu'il contient déjà de manière intrinsèque la structure grammaticale qu'on cherche à pratiquer. D'accord. Un voyage, c'est une histoire. Et une histoire, elle a besoin de deux choses. Un décor et des actions. C'est cette dualité qui est la clé. Alors que la journée de travail, C'est souvent une liste d'actions. Je suis arrivé, j'ai lu mes mails, j'ai participé à une réunion. On resterait presque uniquement dans le passé composé. d'accord, je vois. Le voyage, lui, nous force à jongler. Il nous force à jongler, exactement. Imaginez, on veut raconter une soirée à Lisbonne. Ok, On ne commencerait pas par « j'ai entendu du fado ». C'est trop abrupt. oui, on poserait le contexte d'abord. Voilà, exactement. On installerait la scène. Il faisait déjà nuit, les rues pavées d'Alfama brillaient sous la lumière des lampadaires. L'ambiance. Une douce mélancolie flottait dans l'air, et au loin, on entendait les notes d'une guitare. Tout ça, c'est de l'imparfait. On ne raconte pas ce qui s'est passé, on peint un tableau, on crée une atmosphère. Ok, l'imparfait, c'est le décor. C'est le cadre de la photo. C'est exactement ça. Et une fois que ce cadre est posé, Les actions peuvent arriver. et les événements clés, les actions qui font avancer l'histoire peuvent survenir. Et là, le passé composé devient une évidence. Ah oui. C'est à ce moment-là qu'on a poussé la porte d'un petit restaurant. Une chanteuse s'est levée et a commencé à chanter. On a commandé un verre de vin Et on a écouté. et on a écouté en silence. L'alternance entre les deux temps n'est plus un choix intellectuel, un choix basé sur une règle abstraite. Ça devient Un outil? l'outil naturel pour raconter une histoire de manière vivante. C'est le rythme du récit qui dicte la grammaire. Je comprends beaucoup mieux. La structure narrative du voyage devient une sorte de tuteur pour la structure grammaticale. C'est un tuteur, oui, c'est une bonne image. On n'a plus à se demander quelles règles appliquer, il suffit de se dire est-ce que je décris la scène ou est-ce que je raconte ce qui s'est passé ensuite? Ça rend le processus beaucoup plus intuitif. C'est le point fondamental. On déplace l'effort cognitif. Au lieu d'être un exercice de grammaire, ça devient un acte de création. Bon, j'avoue, sur le plan narratif, c'est très convaincant. Mais revenons à ce mot qui m'agace un peu. Facile. Ah, ce mot. Pratique facile du passé. Même si le contexte aide à prendre cette distinction, reste un des grands défis du français. Est-ce que promettre la facilité, ce n'est pas un peu trompeur? Alors, c'est là que la psychologie de l'apprentissage entre en jeu. La facilité promise ici n'est pas une facilité technique. C'est une facilité psychologique. C'est-à-dire? La difficulté d'un exercice de grammaire classique, c'est son côté artificiel. Mets les verbes entre parenthèses autant qu'il convient. C'est une tâche froide, analytique et surtout Anxiogène. très anxiogène, parce qu'on a peur de se tromper. Toute l'attention est focalisée sur la performance grammaticale. C'est la fameuse charge mentale. On doit se souvenir de la règle, l'appliquer au bon verbe et vérifier qu'on ne s'est pas trompé, tout ça en même temps. Précisément. L'approche par le récit de voyage, elle, réduit cette charge mentale. Comment? En changeant l'objectif. D'accord. L'objectif n'est plus réussir l'exercice, mais
partager un souvenir qui nous est cher. Et tout à coup, l'enjeu change. Ce n'est plus la peur de l'erreur. Mais le désir de bien raconter, de transmettre une émotion, C'est ça, le fait de parler de quelque chose de personnel, de positif, de valorisant comme un voyage, ça active ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. On ne travaille plus pour la bonne note, on travaille parce que l'acte lui-même est gratifiant. ça me rappelle mes propres galères en cours d'espagnol, au lycée. Ah oui. On passait des heures sur la différence entre le pretérito et l'imperfecto. J'avais des listes de règles en tête. Actions ponctuelles, descriptions, habitudes. Le grand classique. Mais au moment de parler, le temps de scanner mentalement ma liste pour trouver la bonne règle, la conversation était finie. C'était paralysant. Bien sûr. Je me concentrais tellement sur la forme que j'en oubliais le fond. C'est l'exemple parfait. Cette méthode propose l'inverse. Concentre-toi sur le fond, ton histoire, ton émotion, et la forme suivra plus naturellement. Elle est au service de ce que tu veux dire. Et la grammaire cesse d'être un obstacle pour devenir un allié. Exactement. La facilité, elle vient de cette fluidité, de ce sentiment que les mots viennent plus aisément parce qu'ils sont portés par une intention forte. C'est comme apprendre à conduire. Au début, chaque geste est conscient, laborieux, et puis un jour, On se concentre sur la destination et les gestes deviennent automatiques. voilà. D'accord. Donc, si cette méthode repose sur une connaissance préalable des règles, qu'on cherche ensuite à automatiser, ça explique pourquoi le titre précise bien « pour intermédiaire ». Absolument. Ce n'est pas pour les débutants, hein. Non, un débutant serait complètement dépassé. Il lui manque les briques de base, le vocabulaire, la conjugaison au présent, la structure simple des phrases. Ce serait contre-productif. Et à l'inverse, un apprenant avancé, Et j'ai déjà automatisé tout ça. Il travaille sur des nuances plus fines. le passé simple, la concordance des temps, le style. Le niveau intermédiaire est donc la cible parfaite. Ceux qui ont les briques, mais qui ne savent pas comment construire le mur de manière solide et élégante. Mais là, une objection me vient. Si on se concentre autant sur le plaisir de raconter, sur le flot de l'histoire, est-ce qu'on ne risque pas de négliger la correction ? C'est une excellente question. Je veux dire, on peut se faire comprendre même avec des erreurs de temps. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de ce que les linguistes appellent la fossilisation des erreurs ? Oui, tout à fait. L'apprenant, emporté par son récit, pourrait continuer à faire les mêmes fautes sans s'en rendre compte, justement parce que ça ne bloque pas la communication. C'est une critique très pertinente, et c'est le principal écueil de cette méthode si elle est mal appliquée. Donc il y a un si. Il y a un grand si. Laisser un apprenant raconter seul sans aucun retour, ce n'est pas suffisant. Le rôle du guide, le prof, l'animateur du podcast, est crucial. Et ce guide, il fait quoi ? Il interrompt à chaque erreur ? Surtout pas. Ce serait briser la fluidité et recréer l'anxiété qu'on cherche à éviter. Non, la clé, c'est un feedback ciblé, bienveillant et souvent a posteriori. Après que l'histoire soit finie. Oui, on peut laisser l'histoire se dérouler, puis revenir sur un ou deux points. Dire c'était une super histoire, j'ai bien aimé comment tu as décrit l'ambiance. Juste une petite chose, à un moment, tu as dit le soleil a brillé tout l'après-midi. Pour insister sur la durée, le décor, il serait plus naturel de dire le soleil brillait. Ah, je vois. Le feedback devient une optimisation du récit, pas une sanction d'erreur. Voilà, c'est beaucoup plus constructif. On ne dit pas « tu as fait une faute », mais « voici comment rendre ton histoire encore plus immersive ». C'est toute la nuance. Le cadre narratif offre un terrain de jeu sécurisé où l'erreur fait partie du processus de création. On est l'expert de son propre sujet. Personne ne peut contester nos souvenirs. Exactement. Ce qui donne une grande confiance. Et dans ce contexte de sécurité psychologique, on est bien plus réceptif à la correction. L'erreur n'est plus une marque d'échec, c'est une étape vers une meilleure narration. Je dois dire que je suis assez convaincu. J'ai commencé cette discussion en pensant que ce titre était une coquille un peu vide, un slogan marketing, quoi. Et maintenant, En une opportunité, l'obligation de pratiquer sa grammaire se mue en désir de partager une expérience. Tout à fait. Et si on prend encore un peu de hauteur, ça illustre un principe plus large. Les outils d'apprentissage les plus efficaces sont souvent ceux qui ne se présentent pas comme tels. C'est vrai. Ils prennent la forme d'un jeu, d'une conversation, d'un projet créatif. L'apprentissage devient alors une conséquence agréable de l'activité, pas son objectif laborieux et intimidant. On passe de l'injonction « je dois m'améliorer en français » à l'envie « je veux que mon ami comprenne à quel point cette soirée à Lisbonne était magique ». Le moteur n'est plus du tout le même. Plus du tout. Et c'est sans doute ça qui permet de briser ce fameux plateau intermédiaire.
C'est fascinant de voir à quel point un simple titre peut encapsuler une approche aussi humaine de l'apprentissage. Et ça ouvre des perspectives intéressantes. Si cette méthode fonctionne si bien pour le passé en s'appuyant sur le voyage, on pourrait imaginer l'étendre à d'autres points de grammaire difficiles. C'est vrai, ça donne des idées. Le subjonctif, par exemple, Le cauchemar de beaucoup d'apprenants. qui exprime le doute, le souhait, l'émotion. On pourrait le pratiquer non pas avec des exercices, mais en demandant à quelqu'un de parler de ses espoirs ou de ses craintes pour l'avenir. Exactement. Le thème pourrait être « Décrivez la vie dont vous rêvez dans 10 ans ». Et là, on aurait naturellement... Des phrases comme « Je voudrais que mon travail ait plus de sens »,« Il faudrait que je trouve un meilleur équilibre »,« J'aimerais que mes enfants soient heureux ». Et pour le conditionnel, pareil, le temps de l'hypothèse. Au lieu de conjuguer des verbes, on pourrait répondre à la question Que feriez-vous si vous aviez une baguette magique ?» C'est génial comme idée. La règle de grammaire serait, encore une fois, mise au service d'une fonction narrative et émotionnelle authentique. Alors, la question reste ouverte, bien sûr, mais le principe est puissant. Trouver le bon contexte, le bon type d'histoire pour rendre l'usage d'une structure grammaticale complexe non seulement nécessaire, mais désirable.